On poursuit donc cette matinée avec cette interview croisée. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de vous prêter à ce jeu. Alors on va échanger ensemble sur les menaces. On en a évoqué quelques-unes ce matin, mais on va parler notamment des escroqueries et de la fraude. Alors évidemment, le sujet, un petit peu comme ce matin, c'est très ambitieux. Donc on a 30 minutes, on va essayer d'être efficace. Gilles Soulier, vous êtes directeur interrégional de la police judiciaire au sein du ministère de l'Intérieur. Vous traitez principalement des faux ordres de virements internationaux. Alors globalement, on pense notamment aux arnaques au président, dont on parle beaucoup, mais effectivement, les escroqueries qui visent les entreprises ne s'arrêtent pas à cela. Comment aujourd'hui les entreprises peuvent-elles se protéger, éviter d'être piégées face à des attaquants qui finalement sont très structurés? C'est quelque chose, aujourd'hui, ils font appel à beaucoup d'imagination et ils arrivent à mettre leurs victimes en confiance. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a affaire là à des escrocs. On est dans le domaine de l'escroquerie, qui est une infraction de droit commun. L'escroquerie, c'est l'utilisation d'un faux nom, fausse qualité, manœuvre frauduleuse, pour se faire remettre des biens, des fonds. Et en l'occurrence, il s'agit pour les escrocs d'obtenir, d'avoir la confiance de la victime, donc du chef d'entreprise ou d'un employé bien précis dans l'entreprise, pour obtenir un virement, un ordre de virement, et les fonds vont partir sur des comptes à l'étranger. Voilà le principe. Est-ce que vous avez quelques chiffres? Est-ce qu'aujourd'hui, l'ampleur est significative, ou est-ce que finalement, c'est simplement quelques cas et on a l'impression que ça se généralise? Alors, c'est un phénomène qui a vu le jour en 2010 au niveau français. C'est essentiellement la France qui est touchée dans ce système-là au niveau européen. Depuis 2010, 1500 entreprises ont été victimes de faux ordres de virement pour un préjudice estimé à environ 500 millions d'euros. Donc c'est quand même des sommes très importantes. À la suite de ces affaires-là, certaines entreprises d'ailleurs ne s'en relèvent pas. L'apogée a été en 2013 avec le système SEPA qui a été mis en place au niveau européen. Et depuis 2015, on assiste par contre à une décrue du phénomène. Pourquoi? Parce que, la police et la justice commencent un petit peu à connaître ce phénomène et à être efficaces. Donc des bandes d'escrocs ont été interpellées et sont actuellement derrière les barreaux. Et puis surtout, il y a une prévention qui a été mise en place avec des protocoles, je pourrais en parler, entre la direction centrale de la police judiciaire et le monde de l'entreprise pour sensibiliser, parce qu'en fait, je crois que c'est essentiellement la sensibilisation du personnel qui permet d'être le plus efficace. Alors, pour parler rapidement de ces faux ordres de virement internationaux, c'est une escroquerie qui repose c'est une technique qui repose sur l'ingénierie sociale, à savoir que les escrocs vont cibler leurs victimes, une entreprise. Ils vont travailler, avant de prendre contact avec l'entreprise, ils vont vraiment travailler, c'est-à-dire avoir le maximum de renseignements sur cette entreprise-là. Alors les renseignements, ils vont les avoir évidemment très facilement sur Internet, sur le site de l'entreprise, où parfois il y a beaucoup de choses sur le site de l'entreprise. Vous avez le mot du président, vous avez des organigrammes, vous avez des agendas, des plannings, et puis ils vont également récupérer les statuts de l'entreprise, des PV d'assemblée générale, ils vont récupérer le mot du président, il y a souvent la signature du président, voilà, donc ils vont récupérer tout un tas d'informations qui vont leur permettre, quand ils vont passer à l'attaque le jour J, de connaître parfaitement les rouages de l'entreprise, et ils vont essayer de cibler le point faible. C'est ça qui est important pour les escrocs. Ils veulent cibler le point faible qui peut être un directeur financier, mais qui peut être aussi la simple secrétaire du directeur. Voilà, on a vu tous les cas de figure. Et donc, les modes opératoires, vous parliez du faux président, c'est, je dirais, le premier mode opératoire que l'on a vu en 2010. Et là,
pour parler un peu trivialement, ils ont fait un carnage, parce qu'effectivement, personne n'était sensibilisé dans le milieu de l'entreprise à ce mode opératoire, à cette escroquerie. Et les premières entreprises se sont fait vraiment dépouiller. Et très facilement, en 2 coups de clic, c'était des millions d'euros qui sont partis. Alors l'escroquerie au faux président, elle est relativement simple. C'est se faire passer pour un dirigeant de groupe. Alors évidemment, je schématise, ça va très vite, mais tout ça, ça prend du temps. C'est plusieurs appels. Il faut intervenir aussi un faux notaire, un faux avocat, des échanges de mails. Tout ça pour en arriver à cibler la personne qui va être le point faible au sein de l'entreprise, par exemple un directeur financier, et l'escroc va se faire passer pour un dirigeant du groupe que le directeur financier ne connaît pas physiquement, et va le flatter, va lui dire voilà, je sais que vous faites du bon travail, j'ai confiance en vous, on envisage une promotion pour vous prochainement, mais par contre là, je vais vous mettre dans la confidence. Voilà. Alors, les modes opératoires sont différents. On a un contrôle fiscal à venir important, donc il faut vite faire partir des fonds. Ou on a une OPA sur un concurrent, donc ça doit rester secret, je vous mets dans la confiance parce que voilà, vous êtes quelqu'un de qualité, etc. Ou une opération immobilière importante. Donc voilà, il faut donner un ordre de virement à la banque pour faire virer des fonds à l'étranger. Voilà. Et ça a été le premier mode opératoire qui a été recensé et qui a malheureusement pour nos entreprises très bien marché. Et puis après, évidemment, quand ce phénomène est apparu, les premières sensibilisations de la direction centrale de la police judiciaire à l'égard du monde des entreprises, ça a été un peu plus compliqué pour eux. Il y a eu beaucoup de tentatives, mais peu de réussites. Et là, donc, ils se sont adaptés. Alors, je vais vous citer les principaux modes opératoires qui ont vu le jour. Il y a le faux bailleur, c'est-à-dire les entreprises vont cibler des entreprises qui louent leurs locaux, avec évidemment des loyers très importants. Et les escrocs vont se faire passer pour le bailleur auprès du service financier de l'entreprise, en utilisant des adresses mail très proches, mais vraiment très proches. C'est là aussi où il faut être prudent. Il faut être vigilant de l'adresse mail du véritable bailleur. C'est juste un tiret qui remplace un point ou le chiffre 1 qui remplace un L majuscule. Voilà. Donc, ils vont se faire passer pour un faux bailleur en disant voilà, changement de RIB, maintenant, dorénavant, veuillez verser les loyers sur ce compte-là qui est à l'étranger, etc. Donc ça a très bien marché également. L'apogée des faux oui, ça a été en 2013 avec l'instauration du système SEPA au niveau européen. Alors là aussi, ça s'en sont donnés à cœur joie en se faisant passer. Mais là aussi, c'est des jours et des semaines de travail de la part des escrocs pour les faux banquiers. Et en disant, voilà, on va procéder à des tests de virement à l'étranger, voir si ça fonctionne bien, etc. Et donc, le directeur financier donnait des ordres de virement à la banque pour des virements à l'étranger, mais en fait, ce n'était pas des tests, mais les sommes, évidemment, partaient à l'étranger. Et puis, les dernières escroqueries, le dernier mode opératoire que l'on a vu, et qui touche également les collectivités territoriales, qui sont victimes de ce phénomène-là, de plus en plus, c'est le changement de RIB. C'est-à-dire que l'escroc va prendre contact avec le chef d'entreprise et va lui dire voilà, je fais partie du ministère du budget, vous allez avoir un contrôle fiscal prochainement qui est programmé et donc vous devez nous communiquer la liste de vos fournisseurs et la liste de vos factures en cours. Voilà. Une fois qu'ils obtiennent ces éléments-là, ils vont se faire passer pour le fournisseur en disant, voilà, au fait, la facture que vous me devez, il y a un changement de RIB, il faudra verser la somme sur un compte à l'étranger. Donc voilà pour vous dire que les escrocs ont beaucoup d'imagination et s'adaptent très facilement à la réponse policière et judiciaire. Oui, on voit effectivement que c'est vraiment très organisé tout ça. On va revenir tout à l'heure sur deux autres points. Guillaume d'Espagne, merci d'être à nos côtés. Vous êtes président cofondateur d'Ariad Next. Vous êtes donc une PME
qui œuvrent dans la lutte contre la fraude. C'est un marché grandissant. À entendre effectivement, Gilles Soulier, vous avez un bel avenir devant vous, puisque les escrocs effectivement ont une imagination débordante et dès qu'une réponse est trouvée, finalement ils arrivent à mettre en place une nouvelle escroquerie. Vous intervenez, vous êtes défini d'ailleurs comme la première autorité de certification bretonne. Il y a quelque temps de cela, j'ai noté cette phrase. Alors effectivement, on veut en savoir plus. Et vous proposez notamment une solution de contrôle automatique de documents qui, à partir notamment d'une application sur un smartphone, permet de détecter finalement, d'identifier une pièce d'identité falsifiée. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, en tant que PME, vous arrivez à encombrer finalement un petit peu le chemin de ces attaquants qui arrivent sur le marché? Que pouvez-vous nous dire sur ça? Comment est-ce que vous contribuez finalement à lutter contre la fraude? Bonjour et merci de nous avoir invités. Alors oui, je suis président de la société, mais je n'ai pas encore été victime d'une fraude au président. On est une petite entreprise de 28 personnes. On est membre du BOL Cyber à Rennes, bien évidemment. Je reconnais certaines personnes dans la salle. Et nous sommes 2 fondateurs. On était 2 anciens d'un opérateur télécom. Et effectivement, moi, je n'avais pas la vocation au départ de travailler dans la lutte contre la fraude. Ce n'est pas du tout, ma façon de travailler. J'étais chez l'opérateur télécom, je m'occupais de tout ce qui était entrée en relation client. Vous allez dans un point de vente, vous avez besoin d'un smartphone. Donc, smartphone, c'est souvent des smartphones qui sont subventionnés, qui coûtent cher. Et là, bien évidemment, dès qu'on parle d'argent, il y a des fraudes. Et la fraude à l'entrée en relation est assez facile. Vous donnez des faux documents, vous obtenez un contrat et à partir de là, vous n'avez même pas besoin de téléphoner. Ce qui vous intéresse, c'est d'avoir ce téléphone à pas cher. Et c'est là où j'ai rencontré Marc, qui était mon associé. Lui, il était très axé fraude et on a essayé de faire quelque chose qui ne soit pas complètement orienté fraude. Parce que la fraude, quand on en parle à nos clients, c'est très anxiogène. Quand vous demandez à une société, j'en parlais avec Sébastien qui m'a invité ici, parlez-nous de fraude. Vous allez voir un client, vous dites parlez-nous de fraude. Bon, non, moi j'ai rien eu, tout se passe bien chez moi. Alors soit parce qu'on ne l'a pas détecté, soit parce que bien évidemment on n'a pas envie d'en parler, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne connais pas une entreprise qui n'en a pas été victime. Et donc on essaie plutôt nous de ne pas stigmatiser la fraude, mais dans un monde qui devient de plus en plus digital, plus en plus de personnes ont des smartphones, de plus en plus de relations se font à distance. On est dans le monde de la confiance numérique. À distance, ça devient compliqué. Aller dans un point de vente, rencontrer un vendeur, on ne fait pas la même chose quand on est tout seul derrière son ordinateur dans son salon et la tentation est plus grande de faire n'importe quoi à distance. Et l'idée pour nous, c'est de lutter contre la fraude, mais ne pas embêter le client, parce que mine de rien, il n'y a pas que des fraudeurs, il faut bien le savoir. Il y a plein de gens qui ont envie de faire de plus en plus de process à distance. Prendre mon téléphone, financer mon crédit conso, etc. Mais il y a aussi de plus en plus de fraudeurs qui sont attentifs à tous ces process et qui essayent de trouver tous les moyens possibles. Et donc nous, ce qu'on a développé, c'est une solution au départ qu'on a mis dans des points de vente où assez simplement, je scanne mes documents et je vais signer un contrat. Et donc c'était une solution monolithique qui faisait du scan et de la signature. Jusque-là, rien de bien révolutionnaire. Ce qu'on a voulu faire, c'est rajouter cette couche sécurité avec de l'analyse en temps réel des documents. Je vais scanner une pièce d'identité et je vais dire « Ah, tiens, cette pièce d'identité, elle a été expirée. » Ou alors « Tiens, elle a été un petit peu falsifiée. » Alors le vendeur, pour tout vous dire, il s'en fout complètement. Lui, la fraude, ça lui passe, mais au-dessus des oreilles. Par contre, quand on vous l'avait rempli son outil de souscription automatiquement, il dit « Ah ben c'est bien votre système. » Et on embarque dans un système, entre parenthèses, on crée un cercle vertueux entre le client, le vendeur et le back-office de l'opérateur pour simplifier cette entrée en relation et
mettre tout le monde dans un cercle vertueux. Oui, donc c'est la simplification et le confort d'utilisation, à la fois pour l'utilisateur final, mais aussi pour l'entreprise à qui vous fournissez ces services-là. On a parlé de pièces d'identité falsifiées. Comment est-ce que vous détectez ça? Et puis moi, j'ai eu une question sur alors, la vraie fausse carte d'identité, parce que finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de vraies cartes d'identité, mais qui ont été établies sur la base de faux documents. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des solutions qui peuvent répondre à cette problématique? Alors, tout à fait. Alors, pour répondre à la première question, la partie, cette entrée, la carte d'identité, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est finalement assez facile. Alors, deuxième question, je réponds. Est assez facile à obtenir. Je vais dans une mairie, j'ai besoin de fournir quoi? Un relevé d'identité. Voilà, ça c'est pour l'opérateur télécom. Un justificatif de domicile, un extrait d'acte de naissance. Pour l'extrait d'acte de naissance, les mairies se parlent de plus en plus, mais pour le justificatif de domicile, je viens avec ma facture, qui est de plus en plus dématérialisée d'ailleurs. Donc j'arrive avec ma facture que j'ai imprimée moi-même. La personne me dit « Ah non, désolé monsieur d'Espagne, vous ne pouvez pas faire avec cette facture parce que, vous savez, j'ai déjà eu des problèmes. Venez avec une vraie facture. » Donc là, j'appelle mon opérateur qui m'a donné une vraie facture, vraie entre guillemets, mais qu'est-ce qu'on appelle une vraie facture? C'est une facture qui a été imprimée sur du papier comme ça, que j'ai l'habitude de voir, qui a au recto les conditions générales. Et ça revient à la fraude au président. Il faut que je me rapproche le plus possible d'un document qui soit vrai. Mais et c'est assez facile de se faire tromper. Il y a 20 ans, ou il y a 10 ans même, faire une fausse facture, c'était pas facile. Maintenant, vous allez en commerce au coin de la rue, vous achetez un imprimante scanner multifonction, vous scannez le vrai document, vous le modifiez avec des logiciels de retouche vidéo, vous le réimprimez, je vous ai fait une vraie facture. Et quand on a été voir le ministère de l'Intérieur, juste après avoir créé l'entreprise, en 2012, on leur a dit voilà, on arrive à détecter des faux documents, je n'ai pas répondu à votre question, avec un certain nombre de critères. Et ils nous ont dit, deux choses. Ils nous ont dit écoutez, les geeks, c'est intéressant, parce qu'ils nous considèrent comme des geeks, c'est des gens de terrain qui voient ça tout le temps. Ils nous disent écoutez, c'est intéressant ce que vous faites. On va travailler ensemble, donc je reviendrai sur le partenariat qu'on a avec eux, mais par contre, vous nous embêtez énormément parce que globalement, quand les fraudeurs vont s'apercevoir que vous vérifiez en profondeur les documents d'identité pour tout un tas de procédures, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans les mairies, se faire émettre des vrais documents sur la base de fausses informations, comme vous dites. Et là, on leur a dit, on a une solution pour vous, ce serait de développer un code barre signé électroniquement. On dit oui. Pourquoi pas? On a fait intervenir la NTS, donc l'Agence nationale des titres sécurisés, qui nous a dit écoutez, votre solution est intéressante. Donc c'est un brevet à nous qu'on a mis dans le domaine public, et ainsi est née une norme qui est en train de devenir une norme, qui est la norme 2D-Doc, qui permet à un coût assez minime d'apposer sur un document un code barre à 2 dimensions qui contient les informations du document avec une signature électronique de ces informations. Donc on a commencé à le mettre sur les justificatifs de domicile. On est en train de pousser les banques à le mettre sur les RIB pour faire en sorte que, parce qu'un RIB, comme vous le disiez, c'est assez facile de faire le RIB d'une entreprise en mettant SS, Ariad Next, voilà mon numéro de RIB, pas de bol, c'est un compte ailleurs. Et donc on est en train de pousser tout le monde à mettre ce code, qui est un code qu'on a. Nous, notre vocation, c'était évidemment d'être intervenant dans ce mode de la cyber, mais surtout de développer un écosystème. Tout à l'heure, vous parliez de partenariat public-privé. On est vraiment, nous, dans cette démarche de créer des partenariats avec le public qui a des compétences, le privé qui a d'autres compétences, et nous allier pour faire en sorte que tous, à des coûts limités, on puisse avancer dans cette lutte contre la fraude. Alors, justement, sur cette thématique du partenariat public-privé, Gilles Soulier, comment est-ce que vous travaillez? Alors peut-être déjà, est-ce que vous travaillez, j'imagine que oui, avec des acteurs économiques, des PME comme celle de Guillaume d'Espagne, sur ces sujets justement pour aller peut-être plus loin, pour être plus efficaces ensemble dans cette lutte contre les escroqueries, contre la fraude en général? Oui, effectivement, je dirais qu'il y a 2 volets à notre niveau pour lutter contre ce phénomène. C'est évidemment notre cœur de métier, c'est-à-dire la répression, mais qui est compliqué en la matière. Et après, il y a l'aspect prévention, où là, on fait un travail à l'égard du monde de l'entreprise. Voilà. Alors, sur le premier point, sur l'aspect répression, c'est un domaine qui est compliqué pour nous à travailler dans la mesure où... d'abord, on a affaire à des escrocs qui ont préparé à l'avance leur mode opératoire et qui ont fait en sorte de ne pas être remontés, comme on dit dans notre jargon, de ne pas être
ne pas pouvoir être identifiés. Alors on remonte bien souvent à des cybercafés, puisqu'ils envoient des mails, etc. Mais évidemment, l'escroc ne travaille pas de chez lui, il va dans le cybercafé du coin. Ce sont essentiellement, alors les faux ordres de virement sont l'apanage de malfaiteurs originaires d'Israël. Ce sont des Israéliens qui se sont appropriés ce phénomène-là. Donc cette difficulté-là, l'aspect international, avec la coopération internationale qui peut être compliquée, qui est parfois longue, alors que là, il faut aller très vite, notamment dans le blocage des fonds. On arrive de plus en plus aujourd'hui, heureusement, si on a l'information rapidement, à bloquer les fonds. À savoir que les fonds ne partent pas directement en Israël, mais ils partaient d'abord en Chine, il y avait un compte rebond en Chine, ensuite ça partait en Israël. Puis après, bon, au fur et à mesure de l'évolution de la répression, il s'est aperçu que bon, les comptes en Chine, c'était douteux. Donc les escrocs, là aussi, se sont adaptés. Et maintenant, ce sont des comptes en Grande-Bretagne, en Pologne, en Bulgarie. Et ce sont là aussi des comptes rebonds. Et ça finit également en Israël. Donc l'important pour nous, c'est d'être informé rapidement. Si dans les 2-3 jours on a l'information, c'est-à-dire il faut que aussi la victime s'aperçoive qu'elle a été grugée. Ça, c'est aussi la difficulté. On est déjà arrivé, dans le cadre d'accords européens, au sein de l'Union européenne, à bloquer les fonds et à récupérer les fonds de l'entreprise, ce qui est quand même pas trop mal pour le chef d'entreprise. Après, une fois que ça part en dehors de l'Union européenne, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc au niveau de la répression, ce sont des enquêtes qui sont assez complexes. Donc la prévention est évidemment, je dirais, le point important dans la lutte contre ce phénomène-là. Alors au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, 2 protocoles ont été signés. Un en mars 2015 avec le MEDEF, entre donc la direction centrale de la police judiciaire et le MEDEF, et qui a été décliné territorialement avec, au niveau de chaque région, et un autre protocole avec le CDSE en janvier 2016, là pareil, qui a été signé au niveau parisien et qui est décliné. Localement, au niveau donc, de mon service, donc, il y a des actions de prévention qui sont menées depuis maintenant plus d'1 an, à l'égard du monde de l'entreprise, mais aussi des collectivités territoriales et aussi du milieu bancaire, parce que le milieu bancaire aussi, est aussi touché par ce phénomène-là. Et donc, régulièrement, on a instauré un système d'échange d'informations. On vient les informer, les sensibiliser sur voilà, les derniers modes opératoires. Et quand ils entendent virement de fonds à l'étranger, confidentialité, contrôle fiscal, etc., là, les antennes doivent se mettre dans le bon sens. Il faut être extrêmement vigilant. Voilà, en gros, les actions que nous menons localement. D'accord. Guillaume Despagne, vous avez parlé tout à l'heure de partenariat, donc vous vouliez partager effectivement avec nous, toujours dans cette continuité du public-privé. Vous travaillez avec la police aux frontières, me semble-t-il. Est-ce que vous pouvez, je ne sais pas, si vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire ce que vous faites justement avec eux, sur quoi vous travaillez, et est-ce que peut-être vous avez déjà des retours d'expérience? Est-ce que ça a permis d'aboutir à des résultats significatifs? Alors c'est un partenariat de recherche, alors oui je peux en parler, c'est un partenariat de recherche. L'idée est toute simple, les gens de la police aux frontières sont eux en France qui vérifient le plus de documents d'identité, puisque forcément ils sont aux frontières, et ils ont développé cette compétence humaine de vérification de documents, et ils ont 10 experts en France qui sont rue de Penthièvre, qui est dans la direction centrale de la police aux frontières. Quand on leur avait montré nos technologies, ils nous ont dit, écoutez, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, ça nous intéresse, vous arrivez à détecter automatiquement 75% des faux, nous on en détecte 100%, bien évidemment en tant que citoyen, j'aime bien qu'ils me disent ça, mais ça repose sur des moyens assez importants. Et l'idée de ce partenariat, c'est qu'eux nous apportent leurs compétences en détection de falsification et que nous apportions des algorithmes qu'on va porter sur des smartphones, puisqu'on est de plus en plus dans un monde mobile. Et avec un simple smartphone aujourd'hui, on arrive à lire le document, bien évidemment, c'est assez facile à faire entre guillemets, mais surtout à vérifier qu'il n'y a pas des choses qui ont été falsifiées sur ce document. Parce que ça revient à la fraude au SWIFT dont on parlait tout à l'heure. La fraude au SWIFT, pourquoi elle a été arrêtée? Parce qu'en fait, il y avait un caractère d'erreur, donc ils ont quand même pris 80 millions, mais il y avait un caractère d'erreur sur l'ordre, une faute d'orthographe
sur le virement. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que sur les documents, que ce soit du document d'identité, du passeport, de la carte d'identité ou même des RIB, c'est souvent des petits détails qui permettent de les identifier. Et donc nous, on est là pour apporter des algorithmes pour détecter automatiquement ces falsifications. Et en moins de 10 secondes, on vous donne un avis sur le document. Bien évidemment, un expert vous dira « je veux avoir le document en face de moi pour être vraiment sûr à 100%, mais comme on est de plus en plus dans des relations à distance, je vais prendre mon crédit conso à distance, je vais prendre mon abonnement télécom à distance, ou je vais prendre un compte bancaire à distance avec des obligations de Know Your Customer, KYC, c'est compliqué d'aller très en détail dans les fraudes. Juste une dernière question concernant, alors c'est une actualité assez récente, sur le fichier qui va regrouper les différentes identités de tous les Français que nous sommes. Alors certains sénateurs se sont déjà érigés un petit peu contre cette nouvelle donne. Que pensez-vous aujourd'hui de cette base de données? Est-ce que ça va avoir une utilité en matière de sécurité? Et puis sur quoi faut-il peut-être être vigilant? On parlait notamment de protection des données ce matin. Alors moi, je suis pas forcément favorable à la mise en place de fichiers comme ça. Le 2D-Doc tel qu'on l'a conçu, c'est justement quelque chose qui permet aux citoyens de garder ces données avec lui. Mais n'empêche que c'est quand même utile pour des policiers. Et aujourd'hui, ce fichier a des fonctions, si j'ai bien compris, policières uniquement. Pour moi, je considère que c'est pas forcément une réponse parce que les fraudeurs sont super malins. Il faut pas se leurrer. Aux États-Unis, je viens de Las Vegas où il y avait un forum de nouveaux moyens de paiement, Money 2020, où on s'aperçoit qu'aux États-Unis, ils ont plein de bases de données, notamment sur le crédit conso. Et c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de fraude. Tout simplement pourquoi? Parce que le client arrive avec un document qui ressemble à un vrai, mais qui est une fausse identité. Donc oui, ça pourra peut-être servir dans un premier temps aux policiers, mais il ne faut pas sous-estimer les fraudeurs sur ce sujet-là. Gilles Soulier, est-ce que pour vous c'est un outil aujourd'hui supplémentaire qui peut vous aider dans certaines enquêtes par exemple? Si vous voulez, du point de vue de policier, tous les outils qui peuvent nous aider pour avancer rapidement dans les enquêtes, évidemment, nous sommes preneurs. Étant précisé que c'est un outil qui est réservé à la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Quand on parle de terrorisme aujourd'hui, avec la menace qui pèse sur la France que l'on connaît, voilà, il est évident que pour nous, spécialistes en la matière, nous avons besoin de tous les outils pour être le plus pertinent et le plus efficace possible. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à mes questions.